Allez, bonsoir, bonsoir. Ça va attaquer. Petit live de fin de semaine. On s'y habitue, hein. Comment vais-je faire? Comment vais-je faire? Bonsoir à tous ceux qui verront sûrement le début du live, indépendamment du début réel de ce live. Je suis en train de préparer, n'est-ce pas, le live sur... Désolé d'être un peu près de l'écran. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, hein. Je vois qu'il y en a certains qui arrivent. Il faut le temps de préparer le reste. Voilà. Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bon, sur Instagram, ça va être un peu, bancal. Comme d'habitude, je pourrais voir essentiellement les commentaires sur YouTube, bien plus que sur Facebook. Si tu me regardes sur Facebook, ici, je vais pouvoir regarder. Je vais tout préparer pour attaquer le live. Bonsoir à tous. J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, en tout cas, j'ai passé une très bonne semaine. C'est ce qui compte, non? On va commencer. N'hésitez pas à liker, partager. Bref, comme d'habitude, je vais réagir. Alors, on va voir deux choses ce soir dans le live. On va voir un appartement. Alors, on va parler d'un appartement et d'une situation à Hong Kong qui est intéressante, je trouve. Un appartement qui s'est vendu à Hong Kong à 156 000 € le mètre carré. Et l'appartement fait 313, je crois, mètres carrés. Donc, si tu veux rapidement t'amuser à calculer, n'est-ce pas? Bon, ben, tu fais 313 mètres carrés fois 156 000 € et tu as la modique somme de beaucoup de millions que nous verrons tout à l'heure. Donc voilà, je vais changer la couleur du crayon parce que j'aime pas cette couleur. Je préfère la couleur or. Voilà, celle-là, elle est bien. C'est cool. Bon, on va parler de cet appartement en seconde partie. Première partie, j'ai pris que 2-3 notes pour un petit pense-bête parce que, en fait, j'ai reçu un commentaire très, très long que j'ai trouvé fort intéressant, mais qui, malheureusement, a été retiré. Et donc, j'aurais vraiment aimé... salut Nicolas. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Si tu es sur Facebook, viens sur YouTube. C'est là où je peux voir les commentaires. Si tu es sur Instagram, viens sur YouTube parce que c'est là où je peux voir les commentaires. Désolé pour le flou, ça va se remettre. Ça va se remettre, ça va se remettre, ça ne va pas se remettre. Je vais remettre l'écran normalement. Et ouais, désolé, ça arrive. Est-ce que ça va se remettre là? Ça se remet ou pas? Désolé pour cette... j'aurais pas dû m'approcher comme ça. Là, voilà, là on est bon. On se reprocule doucement pour pas que ça revienne. Voilà, on est bon. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, on va parler rapidement par rapport à la dernière fois. Je vais laisser ça là pour pouvoir récupérer après le chat si j'ai besoin de le récupérer. On va parler rapidement. Je me suis mis quelques notes parce que je suis pas là pour faire genre. C'est surtout pour le calcul du PIB. Donc, j'ai reçu un commentaire un petit peu assassin, n'est-ce pas? Mais c'était réel parce que sur le live précédent, donc je vous annonçais qu'il allait y avoir une inflation. Et donc, la personne me faisait remarquer, alors si vous voulez, je peux même vous remettre l'article parce que je n'ai pas de problème à le reconnaître. Effectivement, la dernière fois, ça on le regardera tout à l'heure. Donc, pour retrouver l'article de la dernière fois, vous tapez Joe Biden, inflation, et c'était un article du Figaro. Et en fait, c'est vrai, j'ai regardé, la personne a raison dans la remarque qu'elle m'a dit. Donc, la personne me fait une remarque en me disant que je confondais l'inflation, le PIB et la croissance, que je ne confonds absolument pas. Mais par contre, j'ai effectivement, en lisant l'article, je n'ai pas bien lu l'article, et effectivement, ce que j'annonçais comme être une inflation redoutée ne l'était pas. Je veux quand même revenir sur ce que j'ai dit, parce que c'est vrai, quand on est en live, c'est pas facile, et effectivement, donc je disais qu'il allait avoir une inflation de 5-6%, or il y avait écrit croissance. Voilà, c'est une erreur de lecture, mais parce que quand on est en live, et de toute façon, comme je l'ai montré dans les graphiques, je n'ai pas repris les graphiques de la dernière fois, mais comme je l'ai montré dans les graphiques, une inflation, ça peut monter beaucoup plus haut que 5 ou 6%, mais ça peut aussi être beaucoup plus bas. Mais du coup, j'ai trouvé sa remarque quand même intéressante parce que je me suis dit, effectivement, il y a des personnes qui confondent inflation, déflation, croissance, PIB, un peu tout ça. Et donc, je vais essayer. Donc là, j'ai écrit la formule, je l'ai juste là, la formule de calcul du PIB. Et je vais très, 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 très simplement t'expliquer la différence entre inflation, PIB, croissance. Et je vais redonner un mot donc sur cette actualité qui était l'actualité de début de semaine
pour que tout simplement on puisse en parler et puis en reparler peut-être pour ceux qui ont envie. Après, on en touchera un mot si je vois dans le chat qu'il y a des réactions. Et sinon, on n'en parlera pas. Donc, avant que je prenne la formule que je vais aussi poser là, il y a plusieurs indicateurs, bien évidemment. Donc, il y a le PIB, produit intérieur brut. Il y a la croissance dont on nous parle depuis plusieurs années. Et il y a l'inflation qui est ce que l'on risque actuellement, d'accord? Donc, le PIB, en fait, moi, ce que j'ai toujours trouvé d'intéressant avec le PIB, tout à l'heure, je vais te donner dans un instant la formule. Le PIB, en fait, c'est ce que vont générer des acteurs économiques dans un pays en termes de richesse. Je vais appeler ça comme ça. En gros, ce qui est intéressant avec le PIB et qui, pour moi, m'a toujours laissé dubitatif, c'est que, par exemple, on va imaginer que moi, je sois un producteur de, pas voiture, mais j'en sais rien, de produits mécaniques et que je vais me faire un nouveau machin. J'aurais pas dû mettre ça là, on va faire ça comme ça, voilà. On va imaginer que donc moi, cette personne, plutôt cet agent économique ici, il est en France, d'accord? Ici, on va imaginer qu'il y a l'Allemagne, c'est pour ça que je parle de voiture en fait. Et ma société, elle est avec moi, elle est ici, elle est en France, d'accord? Voilà, elle est là, ça c'est la société. Et on va imaginer tout simplement que je me fournis en matériel pour la vente de mes produits en Allemagne. Mais en fait, si en Allemagne, j'achète pour 200 000 € de matériel et que je revends ici pour 400 000 € de matériel, le PIB ne prendra pas en compte la partie produite en Allemagne, ce qui est normal en fait. Mais j'ai toujours trouvé que ce mécanisme qui ne tient pas compte de l'ensemble de ce que peut produire un agent économique, mais moi, ça va toujours laisser un goût amer parce que je ne dis pas qu'il faut prendre les 400 000 €, c'est pas ce que je veux dire, ça serait faux aussi, parce que c'est le prix de la revente, mais on prend la marge. Mais en fait, je trouve que c'est étrange. Alors, le calcul du PIB, je l'ai noté parce que je le connais pas par cœur. La somme des valeurs ajoutées, on va tout effacer parce que c'est là ce que j'ai écrit, c'est pas très lisible. La somme donc des valeurs ajoutées, je vais somme des valeurs ajoutées plus la TVA. D'accord? D'ailleurs, j'aurais dû préciser tout à l'heure, si je dois être précis, est-ce que les 400 000 € dont j'ai parlé étaient hors taxes, TTC, puisqu'en effet, ça se calcule pour le PIB, plus les droits et taxes, d'accord? Droits, j'ai écrit là, c'est pas grave. Droits et taxes, moins les subventions. Taxes sur l'importation. Droits, taxes sur l'importation. Taxes, importation, ok? Moins les subventions. Et ça, en gros, c'est le calcul du PIB. Ensuite, donc je vais revenir sur le tableau de tout à l'heure. Donc, le PIB, c'est finalement ce que vont produire les agents économiques dans le pays. Ensuite, la croissance, c'est l'augmentation de la production. Donc, en fait, ce qui est intéressant par rapport à la génération que nous, on a connue, la génération de nos parents par rapport à ce qu'ils ont connu, on l'a tous vu, là, le fameux schéma en cloche, là, comme ça, tu sais, du baby boom, papy boom, là, qui fait ça comme ça. C'est qu'en fait, si tu veux, la croissance, elle a été soutenue c'est peut-être pas le terme que je préfère non plus, mais elle avait un lien avec cette augmentation ici des naissances, mais comme ce goulot, en fait, il se déplace et que nous, on est plus en bas ici, si tu veux, déjà, il y a mécaniquement, comme il y a eu le baby boom, ça a été un phénomène d'une période qui s'est après réduit. Mécaniquement, cette croissance, c'était logique qu'elle se réduise, mais surtout, alors je connais pas les chiffres, je les ai pas regardés. Ce soir, je fais une petite émission pour répondre à ce commentaire que je trouvais quand même intéressant. Mais surtout, alors il y a plusieurs mécanismes pour soutenir la croissance. Je vais pas rentrer dans quelque chose d'hyper technique. Là, au moins, on comprend bien la différence. Mais par exemple, une augmentation des naissances, ça amène forcément à un moment donné, quand ces personnes elles ont 18 ans, ça amène une augmentation des consommateurs, qui amène une augmentation de la croissance, qui mécaniquement augmente le PIB. Okay? Donc c'est vraiment un mécanisme qui intéresse d'autant plus les hommes politiques, parce que s'il est maîtrisé, il est facile de comprendre que les impôts étant un pourcentage de quelque chose, étant un pourcentage de ce chiffre ici qui est généré, mécaniquement, si la croissance, elle augmente, les recettes fiscales
augmente. D'ailleurs, juste pour parenthèse, parce que je trouve ça intéressant, la crise de 2008, entre autres, elle a comme conséquence, dont on parle que trop peu, une baisse du PIB qui a entraîné une baisse des recettes fiscales qui mécaniquement a fait une baisse des investissements, etc., etc. Et du coup, c'est vrai que tu as beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui cherchent à stimuler la croissance, mais moi, je suis assez d'accord avec ceux qui disent qu'on est dans un monde de décroissance. Alors ici, pour moi, c'est vrai que la dernière fois aussi, peut-être que j'ai été confus dans mon explication. Augmentation des prix, ça, c'est un mécanisme d'inflation. Et pour moi, actuellement, c'est ce que… Alors la personne en plus, elle le dit dans le commentaire. Je peux même pas le lire, le commentaire, il a été supprimé, donc je suis un petit peu déçu. La personne le dit aussi dans le commentaire. Elle dit, j'ai pas vu l'émission jusqu'à la fin, mais effectivement, j'ai fait une erreur de lecture, mais ça arrive. Mais comme je le dis à la fin, augmentation des prix. Et moi, je l'ai ajouté, et c'est vrai, à une baisse aussi en parallèle de la valeur de la monnaie. Parce que actuellement, avec le phénomène de planche à billets et tout ce qui est en train de se passer, on ne peut pas nier qu'il y a ce phénomène qui est en action. Et en fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'actualité, en rapport avec ce que je disais la dernière fois, l'actualité de Joe Biden qui est que aujourd'hui ils ont décidé cet énorme plan de relance financier sur les États-Unis. Il y a beaucoup d'économistes qui redoutent une inflation, mais j'insiste, on ne connaît pas l'avenir. Et mon message de la dernière fois, donc la personne me sous-entendait des choses, mais j'aurais aimé répondre en fait. Ça m'embête de ni avoir le commentaire ni rien, mais je vais quand même redire un petit peu ce que j'ai dit la dernière fois. Moi, comme je vous l'ai dit la dernière fois très rapidement, sachez que la position pour moi actuelle qui reste parmi les plus intéressantes, c'est de manager, de faire des crédits, bien évidemment. J'encourage pas à faire des crédits sans apport, ce n'est pas mon profil. Pour moi, actuellement, étant donné que pour l'instant, c'est des prédictions plus que des prédictions, puisque personne ne sait ce qui va se passer, et c'est ça que je veux aussi reprendre aussi, c'est que on a des données économiques passées sur tout un tas d'éléments qu'on peut trouver dans le passé par rapport à des situations diverses. Mais ce qu'on est en train de vivre là, gardez tous en tête un élément essentiel, c'est que personne avant nous n'a vécu ça. Donc personne actuellement ne peut savoir ce qui va se passer. On a tous nos avis, on se pose tous des questions, on a tous nos doutes, on a tous tout un tas d'éléments et on a tous nos pistes qu'on va suivre différemment. Il va y avoir des grands gagnants, il va y avoir des grands perdants de cette situation. Il y a déjà, à mon sens, des fois, moi, j'ai des discussions avec des personnes, avec certains d'entre vous, j'ai des discussions avec des gens dans la rue, avec des clients. Et quand on parle, moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui que pour certains aspects, à mon sens, le crime a déjà été commis dans le sens où déjà, pour moi, les 100 milliards qui ont été débloqués, pour moi, déjà, là, il y a quelque chose. Il faut savoir que, je crois que je l'ai dit aussi la dernière fois, il est estimé pour la fin, je sais pas si c'est fin 2021 ou si c'est 2022, ça n'a pas d'importance, d'accord? Vous savez que là, actuellement, avec ce qu'on est en train de vivre, le confinement, cette économie qui est réduite, enfin, ou plutôt l'activité économique qui est réduite, il est estimé que sur le compte épargne générale des Français, il est estimé qu'il va y avoir d'ici, alors je ne sais pas si c'est fin 2021 ou fin 2022, ça vous me le direz dans le chat, mais il est estimé qu'il va y avoir 200 milliards sur le compte épargne des Français. Une estimation qui commence à circuler à droite et à gauche par rapport aux éléments que la Banque de France a un peu recueillis suite aux différents confinements, à tout ce qui est en train de se passer. Et il y a beaucoup de personnes, et là je ne parle pas forcément de gens très avancés en économie, je parle de personnes dans la rue, comme je dis, des proches à nous avec qui on peut parler. Tout le monde s'accorde pour dire que, on la sent un peu arriver, qu'il va y avoir une taxe Covid, ou alors que d'une façon ou d'une autre, je veux dire, la dette qui a été générée, la solution, elle est là, quoi. Voilà. Alors je dis pas qu'on va nous spoiler, je dis pas que je ne dis rien parce que je ne sais rien. Moi, je dis juste que effectivement, quand on prend de l'argent quelque part, on le doit à quelqu'un. Quand de l'autre côté, on sait où trouver la somme, on se débrouille de la récupérer. Voilà. Alors moi, après, comme je le disais, je vous incite à vous endetter, mais intelligemment, étant donné comme c'était le sujet de la précédente vidéo, je ne vais pas en reparler. On va s'intéresser après à Hong Kong dans un instant.
Mais ce que je disais la dernière fois, c'est simplement que voilà, s'il y a un niveau d'inflation, il faut faire en sorte que ces investissements soient supérieurs, que le rendement de ces investissements soit supérieur au niveau d'inflation. Sinon, il va y avoir ce qu'on appelle une érosion du capital. Et dans ce cas-là, malgré tout, moi, je continue à penser que les personnes endettées gagnent plutôt de l'argent dans les situations inflationnistes, mais ça reste un avis personnel. Après, comme je le disais tout à l'heure, voilà, tout ça, bon, c'est des indicateurs. Moi, sur le PIB, j'ai toujours eu, je suis toujours un peu embêté parce que, bon, voilà, c'est quelque chose c'est comme ça que la formule, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est comme ça qu'elle se calcule. Après, moi, je trouve qu'il y a des discussions à avoir autour de ça. La croissance, bon, je l'ai expliqué de cette façon-là et l'inflation aussi. Après, il va de soi que, je le répéterai jamais assez, on est dans une période particulière, il vous faut avoir une stratégie. Et il y a un point qui est intéressant, c'est que, ce que je trouve en tout cas moi intéressant, c'est que avant cette crise, vous aviez tous, enfin on avait tous une stratégie plus ou moins différente. Ce qui est intéressant avec les crises, à mon sens, c'est que elles révèlent si oui ou non les stratégies que l'on avait mis en place étaient les bonnes ou pas. Il n'y a pas en soi, pour moi, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il vous suffit simplement de vous réajuster. Je crois que j'ai pas activé ça et là tu vas voir qu'au final, je vais être flou. Je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû m'approcher. Allez, je vais regarder si vous avez des commentaires. Ça a l'air bon, il y a un bon retour. Parce que je vois pas le chat. Hein. C'était un petit live de fin de semaine qui n'était pas prévu. Puis on va parler un peu de Hong Kong. Salut Benoît, salut Nicolas. On vit pas tous sur la même planète, c'est clair. Salut Romain. Non, mais tu avais raison sur le fond. Le risque d'inflation est réel et le taux d'obligation américaine sont en train d'augmenter. Gros effondrement de la natalité partout en France en 2020. On a la pire natalité depuis 1945, chiffre officiel. Je viens d'avoir un crédit conso sur 4 ans à moins de 1% que tu peux ensuite investir si tu es malin. Clairement, l'argent coule à flot. Tu gagnes si tu es endetté à taux fixe. Par contre, ce qui n'est pas le cas en France, parce que presque ailleurs, c'est majoritairement des taux variables. Bon, voilà, on est à peu près d'accord. Donc, encore une fois, voilà, je ne renie pas la remarque qui m'a été faite la semaine dernière. J'ai mal lu, effectivement, mais je maintiens quand même ce que je dis. C'est-à-dire que même si la personne, sur le fond, a la raison, sur la forme, mes propos étaient les propos que je voulais soutenir. Et Benoît, salut Benoît, semble d'accord avec moi, mais voilà. Alors moi, je voudrais maintenant vous montrer rapidement, je suis pas là pour parler de Biden aujourd'hui, je vais vous montrer un peu, j'ai envie de vous parler de ça. C'est une actualité immobilière intéressante, je trouve. On va un petit peu en parler. Il faut savoir, alors je vais commencer un petit peu en mode journaliste parce que ça fait un peu un effet d'annonce. Il y a un appartement à Hong Kong, comme j'ai dit en début de vidéo, qui s'est vendu à 156 000 € le mètre carré. Donc en fait, il s'est vendu 49 millions d'euros. D'accord? C'est pas, donc je vais pas vous lire l'article. Vous tapez Hong Kong appartement 156 000 €, vous trouverez des articles sur le sujet. C'est un appartement 5 chambres situé sur les hauteurs de Mid-Levels, quartier prisé de l'île de Hong Kong. Il a été acheté selon le registre des transactions pour 459,4 millions de dollars hongkongais, ce qui n'est pas un record en soi pour un bien immobilier. Mais son prix au mètre carré, inédit, illustre à nouveau les écarts de richesse entre l'ex-colonie britannique, etc. Alors voilà, moi ce que je veux attirer ton attention sur un élément qui, pour moi, tu vas comprendre où je veux en venir. Le PIB de la région semi-autonome chinoise s'est contracté à 6,1%, ce qui est en 2020. Un record, et le taux de chômage actuel est de 6,6% au plus haut niveau depuis 16 ans. Donc ça veut dire qu'à Hong Kong, non seulement le PIB a chuté relativement bas, mais en parallèle, il y a une contraction, il y a une contraction, il y a une contraction du PIB, mais en parallèle, il y a une hausse du chômage. À peu près ce qui se passe chez nous, dans des proportions différentes, puisqu'on est sur un marché différent. Ce qui m'interpelle là, c'est que ce qui est écrit, et je pense que c'est vrai, c'est qu'actuellement, il y a un contraste saisissant à Hong Kong entre les gens très, très riches et les gens très, très pauvres. Et à mon sens, c'est ce vers quoi on tend en Europe par rapport à ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, je vais vous en parler dans un instant, moi j'ai le pressentiment qu'actuellement, il y a une scission qui est en train de se faire. D'ailleurs, la preuve, je vais vous en parler, vous allez comprendre de quoi je vais parler. Il y a une scission qui va se faire entre ceux
qui continue à bosser et qui continue à générer des richesses malgré tout ce qui est en train de se passer. Et je veux pas que tu crois que si tu m'écoutes, je te reproche quoi que ce soit parce que effectivement, selon ta situation, si tu es serveur de bar de resto ou dans un restaurant, c'est évident que là, sanitairement, légalement, tu ne peux pas ouvrir et que donc tu es bloqué et que malheureusement, tu te contractes, c'est le cas de le dire, sur un point et tu ne peux rien faire. Et en parallèle, tu as des personnes comme moi, là je suis en train de bosser, continuent à pouvoir travailler de façon normale et je pense que l'écart qui est relaté par cet article que je t'invite à trouver, hein, tu tapes, comme je te dis, Hong Kong, 156 000 € du mètre carré, tu tomberas sur des articles, il y en a plein, moi j'ai pris celui-là mais il y en a d'autres, tu verras, chacun relate un peu son actualité par rapport à ça. Il faut savoir que Hong Kong est toujours la ville la plus chère du monde pour les expatriés, très loin, Paris est très loin derrière Hong Kong. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas quand on dit oui, mais c'est pas pareil. Je dis pas ça, mais la dernière fois aussi c'est pareil sur la Belgique. Il y en a qui m'ont fait des remarques. Je reste quand même convaincu, moi quand je parle avec des Belges, je t'assure que chez nous on trouve des biens à des prix qu'on ne trouve pas ailleurs encore. Mais voilà, c'est mon avis. Un homme d'affaires, je te donne encore une info, un homme d'affaires vend une place de parking à Hong Kong pour 1 million de dollars. Moi, j'en viens d'en acheter 5 pour 70 000 €. Certains studios dépassent les 24 000 € le mètre carré. Il y a un gratte-ciel à Hong Kong qui s'est vendu 5 milliards de dollars. OK? Donc, c'est des petites infos. Et maintenant, je vais t'expliquer là où je veux en venir dans cette vidéo. Pour moi, en fait, je pense que, comme je le dis depuis tout à l'heure, il y a une scission qui est en train de se faire entre ceux qui travaillent au moment où je parle, et même moi je suis en train de bosser, et ceux qui sont à l'arrêt. Voilà. Et cette scission, elle va aller en s'accentuant. Désolé, mais oui, j'ai un travail aussi. On va faire ça et on va faire ça. Voilà, je rappellerai après. C'est pour le boulot, je m'excuse, hein, mais j'ai des appels que je traiterai tout à l'heure. En plus, c'est un appel important. On va attendre que ça revienne net parce que c'était important ce que j'étais en train de vous dire. Donc, qu'est-ce que je veux? Alors, bien évidemment, certains vont être d'accord avec moi. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est évident. Moi, je pense notamment, mon meilleur exemple, c'est les supermarchés et les pharmacies. Ok, je l'écris pas en entier, j'écris pharma. Pour moi, clairement, aujourd'hui, le confinement, si tu es directeur de supermarché, si tu as une pharmacie, c'est très différent. Le ressenti financier au niveau du confinement, si tu as ce type de commerce, que si tu as ce type de commerce. Mais ici, je t'écris restaurant, mais la liste ici, elle est énorme. Et la liste là, elle est carrément plus courte. Franchement, décidément, ce téléphone me gave. Il va falloir qu'il s'arrête. Siri, c'est vraiment pourri. Donc voilà, il y a un écart pour moi entre les gens qui arrivent à continuer à travailler ou qui arrivent même à faire un switch par rapport aux gens qui n'y arrivent pas. Alors, je veux aussi qu'on soit très clair. Clairement, ça fait répétition, de façon tout à fait lucide, le travail ne fait pas tout. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que tu m'écoutes, tu fais de l'immobilier, tu as investi en bourse, tu as investi dans les cryptos. C'est une façon de te rattraper. Je te rassure, je ne vais pas te parler de crypto ici. Mais en attendant, personne ne peut nier ce qui s'est passé ces derniers mois sur les cryptos. Et donc, c'est vrai que pour ceux qui ont osé, c'est une façon, on va dire, de compenser la situation, surtout si tu avais un resto. C'était peut-être même la chose la plus intelligente à faire. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais je ne le savais pas. Alors, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que moi, je redoute dans les années qui arrivent un très gros écart qui va se creuser. Et je vais revenir au début de tout ça, un très gros écart, non seulement sur les comptes en banque, mais sur les situations respectives de chacun des agents économiques du pays, avec effectivement on va le voir très vite, hein, on va rentrer, on est quand là, je ne sais pas quand est-ce qu'on est au niveau de la date, ça apparaît pas, mais on va rentrer en campagne présidentielle, on va voir très vite si le mot taxe commence à fleurir sur la bouche de tous nos très chers candidats au présidentiel. Et c'est quelque chose qui va revenir parce que effectivement, pour moi, et ça me paraît une évidence, il y a un écart qui s'est creusé entre tout un pan d'activité de plusieurs pays et tout un autre pan d'activité qui aujourd'hui, clairement ne vit pas la même situation. Idem, si on veut pousser un peu plus loin, si tu es restaurateur et que tu es locataire ou propriétaire de tes murs, ta situation ici, elle est totalement différente que tu sois là ou là. Ce sont des évidences, mais ce sont des évidences qui aujourd'hui doivent te questionner sur ta situation et sur comment passer de là à là, en fait. Ce sont des choses qui doivent t'alerter. Parce que moi, je crois
qu'on va revivre ce genre de situation. Je pense pas qu'on aille vers du meilleur en termes sanitaires. Il y a beaucoup d'éléments, notamment parce que j'ai écrit un livre sur le bouquin et en écrivant le livre, j'ai fait des recherches et je m'en suis rendu compte. Il y a beaucoup d'éléments chronologiquement qui, depuis 2003, en fait, très précisément, me font penser que, ben voilà, ça va les incidents sanitaires vont se rapprocher, vont être de moins en moins espacés. Je dis pas, je connais pas l'avenir, hein, j'ai peut-être complètement tort, peut-être que le Covid, ça sera dans le livre d'histoire et qu'on n'en parlera jamais plus. Et voilà. Mais j'ai cette étrange sensation que sanitairement, ça va pas aller en s'arrangeant. Et du coup, peut-être que tu es dans une situation difficile actuellement, peut-être que tu es du mauvais côté du tableau, mais il n'y a rien qui t'empêche de passer de l'autre. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas ouvrir une pharmacie, tout le monde ne peut pas ouvrir un supermarché. On est bien d'accord que ça, ce sont des exemples, mais ici, il y a une énorme liste d'activités qui continuent en fait. Et de la même façon, je veux aussi te préciser, parce que c'est important, les restaurants, ils vivent pas tous la crise de la même façon. Moi, je vois, nous, on habite à Nîmes et le vendredi soir, par exemple, ce soir, si je veux commander un Uber Eats, j'habite à Nîmes et en fait, je vais te le montrer, ça sera intéressant. Après, je regarderai un peu vos commentaires. Ce qui est hyper intéressant, c'est que j'habite à Nîmes et en fait, je vais te montrer ça comme ça. Je vais te montrer la ville vite fait. Tu vas voir qu'en fait, on est le vendredi soir, du vendredi au dimanche soir, en fait, il y a toute une zone où en fait, les Uber, ils ne vont pas en fait. Ils veulent pas venir se livrer. Pourquoi? Parce que il y a tellement de business à faire dans le centre qu'en fait, en gros, sorti de cette zone-là, ils livrent plus. Et ce que je veux dire, c'est que même là, au moment où je parle, tu as des mecs, même avec des restos qui sont censés être fermés, ont pris des positions sur on allait un petit peu trop loin. Voilà, on va faire comme ça. Bon, nous, on habite sur l'extérieur de la ville. Je vais un petit peu plus reculer. Je vais prendre mon crayon. Et en gros, pour faire simple, tu vois, je dirais que globalement, tu fais ça là. Ah, la couleur va pas. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Non, je peux pas. Ah si, voilà, je vais mettre la couleur en or. Je pense que globalement, tu viens ici, là, j'espère que ça se voit à l'écran, là comme ça, là comme ça, là comme ça. Et sorti de cette zone ici, les Uber, ils viennent pas en fait. Mercredi soir, donc hier en fait, on avait une formation dans les locaux. La veille, Julien, Nicolas, je vous dis bonsoir. La veille, nous on est dans la périphérie. La veille, on a voulu donc manger dans les locaux la veille de la formation. Et en voiture, j'ai donné rendez-vous dans le cercle, j'ai récupéré et je suis retourné au bureau. Ce que je veux dire, c'est que il y a une périphérie dans laquelle on peut se faire livrer et il y a des restaurateurs qui aujourd'hui, en fait, ils ont pris des positions intéressantes ou dominantes sur le marché des Uber Eats. Donc même là, en fait, il y aurait encore plus de subtilité à mettre sur mon tableau parce que même sur cette partie-là où les restaurants, certains d'entre eux sont bloqués, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Alors il y en a plein qui vont me dire, oui, mais Nicolas, on gagne pas pareil avec les Uber Eats. Oui, mais c'est certain que tu gagnes pas pareil, mais tu fais tourner ton économie et il va falloir à un moment donné de toute façon s'adapter à ces situations parce que moi, comme je le dis, je pense que de toute façon, ça va pas aller en s'arrangeant. Je prends vos commentaires un peu. Ce soir, c'est pas une très longue émission. Honnêtement, j'ai passé 6 heures dans la voiture pour aller discuter d'un immeuble avec un vendeur. Donc, ça a été une journée un petit peu longue pour moi. Je voulais absolument faire une émission. Dans le week-end, je sortirai une vidéo sur la chaîne. La précédente vidéo, celle qui donc a fait débat avec le commentaire que j'ai eu, sera importée sur la chaîne de podcast comme d'habitude. Et puis voilà, on va pas, comment dire, je vais pas rester très longtemps ce soir. Je voulais vous parler de ça. Regardez cet appartement. Je trouve que le marché hongkongais et ce qu'il est en train de connaître, il faut savoir qu'à Hong Kong, comme en Chine, et ça aussi c'est quelque chose que je veux dire, actuellement la Chine, il y a des avions qui volent. Nous aussi, mais plus faiblement. Mais la Chine fonctionne. Et nous ne fonctionnons pas. Ce que je viens de dire pour les agents économiques dans un pays est aussi valable pour les pays. Et
ce qui est en train de se passer, et ça aussi, ça m'effraie quand même pas mal, c'est que notre économie, elle est en train de rester dans cette espèce de mode de veille, quoi, enfin, de mi-figue, mi-raisin, alors que pendant ce temps-là, il y a d'autres économies qui, elles, sont déjà en train de se remettre en marche. La Chine, l'Inde, Hong Kong, et ces économies commencent à nous montrer un petit peu ce qui nous attend. Donc, regarde un petit peu ce qui se passe à Hong Kong, en Chine et en Inde, et tu vas pouvoir un petit peu pressentir de la suite. Alors, attention, encore une fois, c'est pas le meilleur conseil que je te donne parce que nous ne sommes pas les Chinois, nous ne sommes pas les Indiens, nous ne sommes pas, et alors clairement pas les Hongkongais, puisque ce sont vraiment chaque pays, je pense, à sa manière d'agir. Donc, tu peux pas te baser réellement sur ce qui se passe là-bas pour te dire que ça va arriver chez nous, mais tu peux te donner déjà un premier sentiment et un premier avis sur la situation. C'est mon avis. Hein. Je viens d'avoir un cri. Tout ça, je l'ai dit. Ah, merci Nico. Likez la vidéo, c'est vrai. Partagez. N'oubliez pas. Mais bon, ce soir, elle n'était pas prévue. Semaine prochaine, elles seront prévues. Tu gagnes si tu es endetté. Ah bon, ça, on avait vu. Nico, avoir rate, tu peux investir sur l'immobilier américain sans la lourdeur administrative en profitant de la technologie blockchain. Effectivement, le Bitcoin, c'est ce que je disais la dernière fois. Le Bitcoin, on ne peut pas faire comme si c'était pas le grand gagnant de toute cette histoire. Parce que, de toute façon, tu vois que le Bitcoin a gagné puisque, effectivement, il a dépassé le cours de l'or. Pour moi, c'est un symbole, enfin, c'est assez fort comme symbole pour qu'on réfléchisse en tout cas à ce qui est devenu le Bitcoin. En gros, le bien immobilier est tokenisé. J'ai reçu un mail. Et la techno-crypto s'intègre de plus en plus à la vie réelle, effectivement. Voilà. Je confirme, je suis belge et l'immobilier est beaucoup plus cher. Voilà. Ça, Romain, je suis content que tu le dises. Encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Moi, je parle vraiment des prix les moins chers qu'on arrive à trouver en France. Il faut savoir que moi, dans ma région, alors pas dans ma région, pardon. Là où je suis allé cet après-midi, je fais 3 heures de route et je parlais avec ma commerciale, avec Fabienne, que vous verrez. Et je lui disais que dans les villages par là où on passait, il y a des maisons qui se vendent à 8 000 euros. Ça n'existe pas dans certains pays des maisons à 8 000 euros. Je parle de maisons en pierre. Hein. Alors certes, à rénover, mais 8 000 euros. Je veux dire, il y a des gens qui se payent des télés à 8 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Salut Gabi! Salut Benoît! Salut à tous! Donc voilà, c'est vrai que merci Romain de me confirmer. Moi, c'est ça que j'essayais de dire la dernière fois. Là aussi, j'ai eu des remarques de Belges qui m'ont dit non, c'est pas vrai, Nicolas. En Belgique, c'est pas plus cher qu'en France, c'est les mêmes prix. Moi, je parle des prix les plus bas qu'on arrive à trouver. C'est-à-dire que j'ai pas de graphique à montrer, mais si on prenait des graphiques et je dis des conneries, enfin je dis des conneries, c'est pas ça, mais je fais un graphique un peu fictif, tu vois. Je suis sûr que si on disait cette couleur c'est la France et ça c'est les prix de l'immobilier, tu vois, qu'on peut trouver en France, je suis sûr que si on mettait, bon c'est un peu mal fait, mais vous m'en voulez pas, et si on mettait la Belgique ici, je suis sûr que la Belgique elle irait peut-être là comme ça, peut-être qu'elle ferait ça, mais à prix, mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça ferait ça, tu vois, comme ça, qu'il y aurait des prix différents, mais que le prix le plus bas qu'on trouve, il serait forcément en France. Alors, peut-être que je m'exprime mal dans mes propos, mais je pense pas qu'en Belgique, on arrive à trouver des prix aussi bas qu'en France. On peut vraiment trouver des prix très bas en France, voilà. Mais vraiment, voilà. Il y a des choses qui se vendent à moins de 10 000 euros. Et je crois pas que ce soit le cas dans tous les pays du monde. Tu vois, à Hong Kong, quand tu achètes une place de parking à 1 million de dollars, je crois que c'est ça, hein, je ne veux pas dire de bêtises, parce que comme la dernière fois, je me suis trompé en lisant. Combien elle s'est vendue la place de parking? Allez, à Hong Kong, 1 million de dollars. Vend une place de parking à près d'1 million de dollars, pas tout à fait. Donc ça aussi, ça n'existe pas en France. Il n'y a pas de place de parking à 1 million de dollars en France. Donc tu vois, si quelqu'un l'a acheté, je dis pas que ça les vaut, mais je dis qu'il y a un marché. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. C'est comme en fait, tu sais, les mecs, ça c'est ce que dit François quand il parle du Bitcoin, pardon. Il dit le Bitcoin en fait, quand tu regardes, tiens, on va peut-être pas le faire de là, on va peut-être le faire de là. François, quand il parle du Bitcoin, il dit un truc que j'aime beaucoup. Bitcoin. Voilà, on va aller voir le Bitcoin. Il est là le Bitcoin, on va le faire en max. Voilà, François, quand il te parle du Bitcoin, il te dit que le plus bas à chaque fois de chaque année du Bitcoin est toujours plus haut que le plus bas de l'année précédente. Et il se base là-dessus. Et ça, c'est intéressant en fait, je trouve comme réflexion, parce qu'effectivement, ça te montre quand même que l'asset est pas pourri, quoi. Voilà. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire avec les prix des biens immobiliers.
Mais ça, c'est depuis le Moyen-Âge que les crises ont augmenté les inégalités. C'est presque la loi de l'évolution naturelle. Les faibles meurent et les forts ressortent encore plus forts. Moi, je trouve, je le vois pas tout à fait. Alors, je suis d'accord, Benoît. Je pense qu'il y a une partie de moi, c'est-à-dire que ce que tu dis, il y a une partie de moi avec laquelle il y a une partie de moi qui est d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, vont mourir dans les crises ceux qui étaient déjà en train de mourir, en fait. Je pense que la crise est un accélérateur d'une situation initiale. Mais à l'inverse, je pense qu'aussi, ça reste un formidable ascenseur social actuellement encore. Et je reprends encore le cas du Bitcoin. Prenons le cas de GameStop. Si tu as les bonnes infos, ça se passe maintenant. Et à ce moment, on ne mange pas. Il y en a qui sont en train de gagner énormément d'argent. Et donc, je pense que ça a effectivement une double utilité, même une triple utilité. Effectivement, ça enrichit les riches. Ça, tu peux te le dire. Tu peux même en rester là. Mais si tu en restes là, c'est un peu dommage parce que si tu commences à t'intéresser à des trucs qui peuvent te permettre d'atteindre des résultats équivalents, je veux dire, je sais pas ce qu'il faut, quoi, mais regarde-moi ça. Voilà. Là, si ça, c'est pas un ascenseur, je sais pas ce que c'est, quoi. Je vais faire une vidéo, pas sur le Bitcoin, parce que tout le monde fait en ce moment des vidéos sur le Bitcoin, parce que je pense que c'est la mode. Et moi, je veux pas faire un effet de mode. Moi, je vais te raconter et t'expliquer d'abord combien j'ai perdu avec le Bitcoin, parce que j'ai perdu énormément d'argent là pour le coup. Donc, ça va faire une vidéo un petit peu putaclic et rigolote. Mais surtout, je vais t'expliquer pourquoi je ne regrette rien et pourquoi j'évolue pas sur ce marché-là. C'est des choix après. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Je comprends l'utilité du Bitcoin, je vois très bien l'utilité de cet outil. Mais pour moi, là, on est clairement sur un ascenseur. Donc, il y a les deux en fait. Oui, tu as raison. Comment on appelle? Les crises créent des inégalités entre les riches et les pauvres, mais aussi elles permettent à certains de s'enrichir. J'ai clairement une baisse de luminosité, ça m'énerve et comme je suis tout seul, je suis obligé de faire comme ça. Bon, écoutez, désolé pour la luminosité, je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est très dommage. Mes excuses, ça a baissé d'un coup. Je vais terminer avec la question que m'a posée Romain. Enfin, c'est pas une question, il fait une remarque, il dit pas de taxation sur les revenus locatifs. Moi, je pense qu'on va pas vers le meilleur au niveau des revenus du capital. Ils sont aujourd'hui la suppression de l'ISF tel qu'il était avant. Rapidement, hein, on va revenir là-dessus. Avant, on avait l'ISF, d'accord? Décidément, on va faire ça et on va faire ça. Avant, on avait l'ISF, ok? Il a été supprimé, aboli pour l'IFI. Et l'IFI, ce n'est rien d'autre qu'un impôt immobilier, d'accord? D'ailleurs, pour moi, c'est marrant, mais si j'avais été au pouvoir, j'aurais fait l'inverse. Puisque là, en fait, on supprime la taxation sur tout ce qui est placement financier, etc. Et on conserve une taxation lourde sur tout ce qui est immobilier. C'est logique aussi parce que l'immobilier est beaucoup plus facile à contrôler puisque tu ne peux pas te barrer avec ta baraque. Donc, je comprends l'intérêt, on va dire, l'intérêt de facilité d'accès par rapport à l'administration fiscale. Mais là où il y a du délit d'initié, là où il y a le plus de, pour moi, à mes yeux en tout cas, là où il se passe le plus de choses anormales, ça reste quand même sur les marchés financiers. Mais c'est un avis personnel. Bon, tout le monde a le droit d'avoir des avis contraires sur ce sujet. C'est un vaste débat. On va pas rentrer là-dedans. Par contre, ce que moi je veux pointer du doigt, c'est que on a quand même choisi et défini de conserver essentiellement cette partie-là. Donc, je présume, personnellement, j'aurais tendance à me dire que ceux qui vont continuer à charger, ce sont ceux qu'on a choisi de laisser. Et c'est ceux qui sont dans l'immobilier. Alors après, il ne faut pas, malheureusement, comment je vais dire ça? Tant que c'est pas arrivé, on voit pas très bien comment on peut encore augmenter que plus des impôts, sachant qu'on en a déjà beaucoup dans notre pays. J'ai fait une vidéo la dernière fois où je mettais le classement des… Ah non, c'est dans le podcast. Dans le podcast du Airbnb de cette semaine, écoute-le, je t'ai donné le classement notamment en fiscalité, des 10 meilleurs pays d'Europe et des 10 pires pays d'Europe au niveau de la fiscalité. Et la France fait partie des 10 pires pays en termes de fiscalité. Donc, si tu veux, aujourd'hui, moi, j'ai tendance à me dire,
c'est plus possible d'augmenter plus que ce qu'on est en fait. Là, on est déjà à un état de voilà, on est au max pour moi, à mes yeux. Hein, mais bon, après, la vie est une surprise, donc autant on aura des mauvaises surprises. Mais pour moi, on est au max de ce qu'on peut faire. On peut pas faire pire. Donc ça veut dire que potentiellement, effectivement, si au pire, de toute façon, ce qu'ils font, c'est qu'ils reviennent à l'ancien système. Hein. S'ils remettent l'ancien système en place, ben, ça revient et tout. Mais il faut savoir que rien qu'en faisant ça, ils ont eu une augmentation des recettes fiscales parce qu'ils ont eu un retour de personnes qui vivent simplement de leur capital. Sachant que quand tu vis de ton capital en France, tu as des taxes aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Les gens en France, ils rêvent là-dessus. Il y a des gens qui disent oui, il vit de son capital, il paye pas d'impôts parce qu'il n'y a plus l'ISF. C'est pas vrai en fait. Tout est franchement en termes fiscaux, la France, on est les numéros 1. On est des très bons pour coller des impôts. Donc voilà, sachant aussi que j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait plus d'impôts immobiliers parce qu'on a déjà une taxe sur les cabanes de fond de jardin. Quand tu construis une petite maison au fond du jardin, ben, tu es taxé. Quand tu construis une piscine, ça augmente ta taxe foncière. Ils viennent d'abolir comment on appelle la taxe d'habitation, mais en parallèle, ils réajustent et augmentent les fonciers. D'ailleurs, peut-être que je ferai un live sur le sujet, il va y avoir une augmentation des fonciers, tu le sais, mais c'est sûr, c'est signé. Et ça va pas être ce que les gens croient. Ça sera pas catastrophique. Enfin, à mon avis, ça sera pas autant catastrophique que ce que les gens croient. Parce qu'il y a des villes où comment on dit, il y a des villes où effectivement le foncier était déjà très bas. Simon me dit merde la piscine. Et ouais, mais bon après c'est qu'une augmentation du foncier, c'est pas non plus une taxe. Enfin, c'est une taxe quand même, mais c'est une augmentation du foncier. Donc voilà. Donc taxation sur les revenus immobiliers, ils sont quand même déjà bien taxés. Il faut savoir que la CSG CRDS au départ c'était Rocard qui l'avait mis, je crois, et c'était provisoire. Hein. Je vous rappelle que souvent en France d'ailleurs, vous remarquerez que c'est comme ça. On nous met des impôts provisoires et ils restent. Alors, il y a quelques impôts de mémoire qui ont réellement disparu. Je pense notamment à la pastille sur les bagnoles, mais ça a été remplacé par la taxe carbone. Quand maintenant tu vois le prix des cartes grises, oh, tu te dis, j'aurais mieux fait de laisser la pastille. Bon, bref. C'était une petite émission. Je vois que j'ai eu un dernier commentaire. Je vais le prendre rapidement et puis, on y va. Pour moi, la crise m'a aidé à avancer mais dans mes investissements, mais en soldant plusieurs crédits et donc à augmenter mes revenus de 1 000 € par mois. Ce n'est pas énorme pour certains, mais ça paye ma piscine. Un bon resto pour Nico, putain, c'est clair, un bon resto pour moi. Mais bravo, Nicolas. Et effectivement, moi, je te félicite parce que c'est exactement ce genre de choses que doivent servir les crises. Si tu es affaibli, on va revenir au point de tout à l'heure qui était quand même un point intéressant. Même si tu es affaibli, que tu es un restaurant et que tu te situes quelque part par là, eh bien, malgré cet affaiblissement, tu dois pouvoir en tirer une force. Et peu importe d'ailleurs, peu importe la situation dans laquelle tu es, je pense que les personnes qui arrivent à retourner une situation qui au départ était à leur désavantage pour en faire une situation à leur avantage, ils ont compris à quoi servaient les crises. Parce que effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, les crises, elles accentuent les inégalités. Ça, c'est un des phénomènes qu'elles provoquent. Mais pour moi, ceux qui meurent pendant les crises étaient destinés à mourir, très souvent, pas toujours, mais très souvent. Et à l'inverse, aujourd'hui, les crises, ça reste de fabuleux ascenseurs sociaux, parce que l'ascenseur social, de manière générale, est cassé, alors que là, pendant les crises, il y a des opportunités, et moi, je peux vous le confirmer, il y a des opportunités. Alors là, maintenant, je le confirme, elles ont tardé à arriver, mais ça y est, elles arrivent. Donc maintenant, c'est à vous à vous positionner. Moi, sur cette chaîne, je vous parlerai pas du Bitcoin parce que c'est pas du tout mon métier. Je vais vous raconter comment j'ai perdu beaucoup d'argent en Bitcoin, mais je vais pas vous parler du Bitcoin, c'est pas mon boulot. Par contre, en immobilier, ça arrive. Et là, moi, en ce moment, je suis sur le terrain et ça arrive. Voilà. Donc, tenez-vous prêts, soyez perspicaces, ayez une stratégie. Ce qu'a dit le docteur Nicolas tout à l'heure est très juste. Voilà. Lui, ça lui a pas permis d'exploser au niveau du boulot, mais il a réussi déjà à se mettre bien au niveau de ses crédits et à en solder certains. Et c'est un très bon réflexe que de solder avant ce qu'on ne sait pas qui va arriver parce qu'au moins il est tranquille. Voilà, donc bravo à toi. Et puis écoutez, semaine prochaine on repart sur les lives. Je vais pas vous dire la semaine encore comment elle va se passer, donc je vais essayer peut-être de faire un live lundi, mais je vous garantis rien. Le mardi c'est podcast comme d'habitude. J'ai une semaine assez chargée, j'ai pas mon agenda. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre mon agenda, comme ça je vous dis ce qui se passe la semaine prochaine, parce que je sais que j'ai déjà des rendez-vous. Et que malheureusement, faut bosser. Hein. Les choses se font pas toutes seules. Hein. Et comme ça se remplit vite, ouais, voilà, c'est ça. Bon, alors,
On va dire que lundi et mardi, alors mardi c'est podcast, lundi je pourrai pas, et donc le premier live de la semaine prochaine, ça sera mercredi. Je pense que je le ferai par contre mercredi entre midi et 2, parce que j'avais de toute façon décidé de faire les lives entre midi et 2. Quand je l'ai fait comme ça le soir, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai fait de la voiture et que je n'avais pas le choix de l'horaire. Bonne soirée à tous, bon week-end. Je pense que je vais sortir une vidéo peut-être dans le week-end ou peut-être le week-end prochain, on verra. Merci d'avoir été présent. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Salut!